Après des heures de négociations en présence des principaux décideurs de l'archipel, un protocole de fin de conflit a été soumis ce soir aux grévistes. Il viserait le règlement des problèmes liés au SIAG et les questions de fond. Mais où est donc passé Joël Beaugendre? Celui-ci, attendu pour une énième réunion de négociation, n'a pas donné signe de vie. Du coup, le personnel gréviste s'interroge sur la volonté du maire de Capesterre-Belle-Eau de régler le conflit. Le reportage de Karen Diaman dans ce journal. La distillerie Bologne pollue-t-elle l'atmosphère? Une association pointe du doigt certains dysfonctionnements liés à son activité et a lancé une pétition. La distillerie, elle, se défend et assure être l'une des plus propres de notre archipel. Et enfin, la lutte contre le Zika s'intensifie. L'Agence régionale de santé traque avec ses agents le virus dans les moindres recoins. Il s'agit d'inverser la tendance actuelle qui est à l'extension de l'épidémie. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver après de longues heures de négociations. Un protocole d'accord est entre les mains de toutes les parties ce soir. Le récit de cette journée avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Ce soir, les Guadeloupéens vont souffler. L'eau devrait couler normalement d'ici les prochains jours. Les interminables discussions ont porté un début de solution. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général et pas la somme des intérêts particuliers, encore moins les intérêts catégoriels. Pendant des mois, les partenaires sociaux m'ont appelé à la négociation d'un accord de substitution. Aujourd'hui, demande au préfet d'arrêter la substitution de leurs accords pour leur offrir des accords individuels acquis. Et par conséquent, ce soir, si l'accord est trouvé, c'est parce que le SIAG y a mis beaucoup de bonne volonté. Il a fallu une grand-messe à l'invitation du préfet pour que tous les signataires du protocole de fin de conflit du 21 décembre 2014 s'assoient autour d'une table et rédigent un nouvel accord de sortie de crise. Nous savons que nos compatriotes sont exaspérés par le manque d'eau. Donc nous avons au moins conclu ça dans l'immédiat. Mais nous avons aussi pris date, comme on dit, pour l'avenir, puisque nous avons prévu de nous rencontrer pour envisager le deuxième point, l'urgence, une nouvelle gouvernance. Qu'il faut une structure unique de manière à gérer le problème d'eau, puisque compte tenu du volume des fonds, 800 millions, on entend, il faut une structure unique pour pouvoir porter cela. Mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les différentes intercommunalités ne sont pas prête pour cela, de manière à transférer l'intégralité des compétences, production et distribution. C'est pour cela que la région prend l'initiative de faire une proposition très rapidement avant la fin d'année, de manière à proposer une structure qui permettra en quelque sorte à ceux qui veulent faire production et distribution d'y pouvoir adhérer, mais surtout le point essentiel, la réhabilitation des réseaux. L'émergence d'un syndicat unique de l'eau comptait parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Cependant, l'issue du conflit social dépendait surtout de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la garantie des droits sociaux. Laurent Bernier, président de SIAG, il est allé les difficultés financières que je a rencontrées et il peut dire qu'il peut aider, il n'y a pas ça. Mais en tout cas, concernant les revendications propres à nous, il y a plus de millions d'euros pour en tout cas répondre à aux revendications. Nous constatons que nous avons l'argent qui tourne alentour, parce que les gens qui prennent, les gens qui ne prennent pas, mais nous croyons que c'est fermé définitif. Il faut que la plateforme de revendication allait travailler réglée au niveau SIAG. Sur les avancées, il a été mobilisé une certaine somme de millions pour permettre l'application de la loi, puisque je rappelle que le transfert des salariés de la Générale des Eaux vers le SIAG ne devait pas remettre en question effectivement leurs droits. Donc les droits sociaux ont été là garantis. Les débiteurs assis pour la plupart autour de la table ont pris des engagements. Les engagements que nous avions pris, nous signataires pluriels, nombreux États, régions, départements, Cap Excellence, communautés diverses occupant de l'eau, le SIAG y compris, concernant le financement, la garantie financière de la prise en charge de ce transfert a été confirmée. Les Guadeloupéens se fichent pas mal de ce qu'on doit au SIAG. Ce qu'ils veulent, c'est de l'eau à leur robinet. Le problème, c'est que pour pouvoir leur offrir de l'eau, nous devons ensemble, parce que ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème de personnes, c'est un problème politique. C'est un problème où les politiciens, comme moi, doivent sortir de l'intérêt nécessaire, légitime de leur secteur géographique pour embrasser la Guadeloupe, toute la Guadeloupe. Et ça, c'est compliqué. Au-delà de la frontière, point de salut. Mais on n'y échappera pas.
Ça sera sans doute pas Bernier qui sera président du SIAG à ce moment-là. Mais il faudra trouver la solution. Il faut 12 millions au SIAG dans les plus brefs délais. Les élus vont-ils respecter leur signature, payer ce qu'ils doivent et accompagner l'actuelle et la future structure? Le SIAG va-t-il pouvoir ensuite honorer ses dettes, notamment à la Sem-Samar? Peut-être si l'État met la main à la poche comme promis. Alors, de beaux discours, mais si maintenant on passait à l'action. Autre conflit, celui de Capesterre-Belle-Eau. Malgré la nomination d'un médiateur, le conflit qui oppose le personnel communal gréviste au maire de la commune s'enlise. Joël Beaugendre, qui avait accepté de rencontrer les représentants syndicaux aujourd'hui, s'est finalement rétracté. Pour la énième fois, reportage Karen Diamin, Anthony Séville. Tout était prêt ce matin à la caisse des écoles de la ville pour accueillir les négociations qui auraient dû mettre fin au conflit qui perturbe le fonctionnement de la commune depuis plus d'1 mois. Les deux parties ont mis un certain nombre de préalables, à savoir que la municipalité a souhaité que les services municipaux soient complètement accessibles. Et de notre côté, le syndicat a exigé que les salaires du mois de mai soient payés. Pour cet aspect-là, les choses avancent progressivement, même s'il y a des divergences d'appréciation en ce qui concerne la notion de liberté d'accès à la mairie. Et pourtant, alors que toutes les conditions semblaient réunies, le chef d'édilité a pris la décision de ne pas participer aux négociations. Nous avons dit que nous ne pouvons pas comprendre qui joue, comme c'est Joël Beaugendre qui a joué là. Jordan là, il dit nous de venir Jordan. Nous avons un entretien avec les GSA qui a dit nous que M. Saint-Hilaire, nous avons pensé que nous pouvons régler le conflit là ça. Et que tous les accords nous avons signés pour nous finir avec ça. Malheureusement, nous avons vu que c'est Woyou encore qui disparaît. Nous avons posé la question qui veut faire dire la situation. C'est la question que nous avons posée. Pour se défendre, Joël Beaugendre mettra l'accent sur certains propos tenus par les syndicalistes, des propos médiatisés et qui, selon ce dernier, ne seraient pas propices à de bonnes conditions de négociation. Ce qui bloque, c'est que les deux parties tiennent parfois des propos acerbes et qui ne sont pas de nature à rapprocher les points de vue. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des médias. Donc je pense qu'il me paraît actuellement nécessaire de pouvoir laisser passer ne serait-ce que 24 heures, le temps que les choses s'apaisent. Donc je suspends la médiation pendant ce temps-là. Entre-temps, écoutez, je vais continuer les contacts avec chacun des protagonistes pour que nous arrivions enfin et assez rapidement à se mettre autour d'une table pour commencer les négociations sans qu'il n'y ait des préalables qui chaque fois bloquent et viennent en tout cas mettre en difficulté la volonté de dialogue de chacun. Un discours qui a bien du mal à être entendu par des grévistes lassés du comportement de leur maire. M. Beaugendre a nous 5 mois au vent, 5 rencontres qu'il n'a pas jamais sérieusement. Nous croyons qu'il n'y a pas 5, 6, 6, 7, 8, 10 parce qu'il a fait 10 contre avec nous bien avant que nous soyons en grève. Il n'a pas jamais honoré pour engagement, pour rien, pour discussion sérieuse, pas sortir dans ça. Et aujourd'hui, là, si nous avons concrètement, c'est la première fois que nous posons ça en Guadeloupe, mis à part Lance Bertrand, où nous avons posé la revendication pendant nous temps en grève, nous avons les 22 heures que nous avons accordé à Lance Bertrand. Eh bien, nous disons que aujourd'hui, là, la revendication est venue extrêmement pris large dans la mesure que, et puis aussi parce que l'on a des mails de banous arrêtés à les monde pour les 28 heures, de banous arrêtés à mon pour carrière, des banous les arrêtés qui a concerné le régime d'MDR. C'est bien parce que nous avons fait preuve de malhonnêteté pendant plusieurs années qu'on a signé le protocole d'accord avec nous, qu'on n'a pas respecté. Et bien c'est dans le cadre de ça que nous sommes obligés de passer en phase opérationnelle à les revendications que nous avons posées. Avec ce nouvel échec, il semble que le conflit de Capesterre-Belle-Eau soit parti pour durer. Depuis plusieurs années, une association nommée Basse-Terre Environnement accuse la distillerie Bologne de pollution. Elle vient de lancer une pétition sur Internet qui mettrait en lumière un certain nombre de dysfonctionnements liés à des nuisances diverses. La distillerie, elle se défend, affirmant investir lourdement pour justement limiter son impact sur l'environnement. Qu'en est-il vraiment? Le reportage d'Isabelle Hameau. Voilà une distillerie qui, après plus de 400 ans d'existence, fait parler d'elle et générait les riverains de la rivière des Pères. Sont mises en cause des pollutions diverses, des rejets d'effluents et une dispersion de poussière par la chaudière. Autant de doléances qui font réagir le directeur général de la distillerie qui affirme être aux normes. Lorsque nous brûlons la bagasse, évidemment il y a combustion. Qui dit combustion dit cendre. Ces cendres sont récupérées dans 2 filtres successifs, dont un électrofiltre, qui fait qu'il n'y a plus aucune cendre et aucune poussière qui se dégage de la cheminée.
Donc lorsque l'installation est en route, le peu de fumée qui sort de la cheminée, c'est essentiellement de la vapeur d'eau. Donc clairement, au niveau de Bologne, tout est fait pour respecter l'environnement, tout est fait pour tenir compte effectivement des normes européennes, locales, françaises, etc., de retraitement des différents influents. Et nous sommes évidemment très attentifs aussi à notre environnement immédiat, puisqu'il y a des gens qui vivent autour de la distillerie, nous-mêmes nous vivons dans la distillerie. Selon une pétition qui circule dans le quartier, plusieurs habitants manifesteraient leur mécontentement, mais tous ne partagent pas le même avis. J'ai toujours connu la distillerie à cette place. Moi, je vous dis franchement, la dame, elle est bien gentille. Lorsque là, j'entends dire que la distillerie Bologne gêne énormément les habitants de Cité Bologne, c'est un mensonge. Et moi, je vous dis franchement qu'à ce niveau-là, j'aurais voulu quand même que cette dame-là, elle vienne à la distillerie, discuter avec les collègues ou bien la direction. La direction est très ouverte. On fait des journées portes ouvertes, on l'invite, elle ne vient pas. On fait des réunions, on l'invite, elle ne vient pas. Et elle va sur les ondes raconter n'importe quoi. C'est pas gentil de sa part, c'est pas honnête de sa part. Selon nos informations, ce ne serait pas la première fois que l'association SOS Basse-Terre pointe du doigt la distillerie. Elle espère néanmoins une considération de la plainte déposée. Et l'épidémie de Zika poursuit sa croissance en Guadeloupe. Près de 7 830 cas évocateurs ont été signalés, dont 52 femmes enceintes confirmées. Même si aucune complication cérébrale chez le fœtus d'une mère contaminée n'a été détectée, l'Agence régionale de santé poursuit sa lutte. Elle cible désormais les zones à risque, exemple à Goyave, avec Isabelle Hameau. De maison en maison, l'équipe de l'ARS passe au crible toutes les zones où peuvent se trouver des larves de moustiques. Aux alentours de cette maison, des bassines où l'eau stagne depuis plusieurs jours et dans lesquelles apparaissent des gîtes larvaires. Là, qu'est-ce que vous faites là? Là, on détruit les gîtes où il y a des larves de moustiques et on tourne ça dans l'autre sens pour éviter qu'ils prennent encore de l'eau. Autant de mesures à prendre en compte pour limiter les risques de transmission du virus. Supprimer les gîtes, c'est la seule façon de lutter efficacement contre le moustique Aedes aegypti. Parce que s'il n'y a pas de gîte, les moustiques ne peuvent pas se reproduire. Il faut absolument de l'eau pour qu'ils puissent se reproduire. Un peu plus loin dans cette autre maison, rien n'a signalé à première vue. Mais selon l'habitante, ici, elle serait envahie par les moustiques. J'ai un voisin qui stagne de l'eau à côté avec des bouteilles, qui ramène énormément de moustiques. Vous avez aussi une petite fille de 5 ans, ça vous embête? Oui, parce qu'elle a eu le chikungunya, moi-même aussi. Et là, j'ai peur du Zika, qu'elle attrape aussi. Et je ne peux pas vivre correctement dans ma maison parce que je ne peux pas être dehors, il y a des moustiques, à l'intérieur aussi. Donc, nous sommes obligés de mettre des insecticides ou j'ai une raquette. Donc, toute la journée, je tue des moustiques. La ville de Goyave ferait partie des communes les plus concernées par le virus. Gosier et Goyave, parce qu'effectivement, ce sont des communes qui sont actuellement très impactées au niveau du Zika, mais aussi parce que ce sont des communes sur lesquelles nous n'avons pas de récentes informations entomologiques. Donc nous avons repris le travail de sensibilisation et de collecte de données pour savoir précisément où se trouvent toutes les populations de moustiques, préférentiellement dans ces communes-là. Et pour mener à bien cette prévention à domicile, l'équipe de l'ARS est composée de 49 agents, 18. Et les cas de précarité énergétique ont augmenté fortement cette année par rapport à l'an passé en Guadeloupe, selon EDF Archipel. Le nombre de dossiers liés à des difficultés de paiement a grimpé de 80% en 2016. Pour aider ces familles qui peinent à payer leurs factures d'électricité, EDF Archipel a organisé ce matin un forum consacré à la précarité énergétique. Gaëlle Pichy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'agence. Alors ce matin, justement, cette réunion d'information était organisée au siège d'EDF au quartier de Bergevin à Pointe-à-Pitre. Linda Kayarsi était également sur place. On regarde ensemble son reportage. Des ampoules LED, basse consommation, des appareils ménagers, économiseurs d'énergie.
EDF Archipel Guadeloupe lutte contre la précarité énergétique. Les autocollants que vous voyez ici, ce sont des autocollants qui précisent la remise en euros qui sera faite en caisse, la déduction en euros qui sera faite directement en caisse. Ce qu'il faut savoir, plus vous avez des plus c'est un appareil qui va vous permettre d'économiser de l'énergie. Au quotidien, les équipes d'EDF se mobilisent à travers un accompagnement et des solutions personnalisées, avec notamment des tickets énergie pour régler en partie les factures ou encore le tarif de première nécessité. En fait, le tarif de première nécessité, c'est un tarif social où on a une déduction forfaitaire sur la facture, mais il y a aussi des clients qui peuvent avoir un coup dur, un décès, une maladie, quelque chose qui amène à ce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture, mais eux aussi, ils sont aidés. Aujourd'hui, la précarité énergétique est une réalité qui affecte de nombreux foyers guadeloupéens. En mars 2016, plus de 56 000 ménages ont bénéficié du tarif de première nécessité. EDF Archipel Guadeloupe est engagé aux côtés des acteurs publics associatifs, mais aussi le conseil départemental, avec notamment la mise en place des fonds de solidarité pour le logement. C'est un dispositif qui aide les personnes locataires de leur logement à apurer des dettes de loyer, entre-temps, des dettes de loyer, des dettes d'eau et des dettes d'électricité. Voilà. Donc l'usager qui se trouve en difficulté pour payer son électricité peut s'adresser au niveau des circonscriptions, sur tout le territoire, au niveau du service social départemental. Grâce à ce fonds d'aide, en 5 ans, plus de 2700 foyers en difficulté ont été aidés et près de 110 000 € ont été versés en 2015. La solidarité énergétique est en marche. Quand la personne comprend sa facture, que la personne sait que sa facture est correcte, que sa facture est régulière et qu'elle peut avoir des interlocuteurs pour pouvoir discuter de la facture s'il y a lieu, je pense que c'est une belle avancée et je pense que ça ne peut que contribuer au changement de mentalité. Reste maintenant à agir plus tôt pour ne pas sombrer dans la précarité énergétique. Cela commence par exemple par ne pas accumuler des factures impayées ou tout simplement de se rapprocher de EDF et de ses partenaires sociaux pour identifier les meilleures solutions. Gaël Vichy, plus de 80% d'augmentation de dossiers, de factures impayées sur un an, c'est énorme. Ça semble plutôt inquiétant comme situation en Guadeloupe. Alors, ce forum est déjà une première réponse, mais tout d'abord, il faut savoir que la solidarité est une valeur du groupe EDF. Elle se traduit dans nos actions autour de 3 axes majeurs que sont l'aide au paiement, l'accompagnement et la prévention. Alors, vous parliez du tarif première nécessité. C'est un tarif social de l'énergie qui a été décidé par les pouvoirs publics en 2005 et qui effectivement consiste en une réduction forfaitaire du montant de l'abonnement. Donc, les ménages, en fonction de leur composition et en fonction de la puissance souscrite, disposent effectivement d'une réduction pouvant aller de 71 € à 140 €. Et comment on fait pour en bénéficier? Alors, on bénéficie du tarif première nécessité si on est allocataire, si on dispose de la CMU, si on bénéficie d'une aide complémentaire santé ou si on a un revenu fiscal de référence inférieur à 2 420 €. Il existe également d'autres types d'aides. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'il y a les chèques d'électricité. Je vais un petit peu détailler en quoi consiste l'aide au paiement. Donc, l'aide au paiement se traduit par un tarif, mais également par la participation d'EDF au Fonds Solidarité Logement. Il faut savoir qu'EDF participe à hauteur de 110 000 € par an au Fonds Solidarité Logement. Nous l'avons vu dans le reportage qui est très bien fait par ailleurs, où effectivement on évoquait ce fonds qui permet effectivement aux familles de régler leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau, leur loyer quand ils n'arrivent pas à le faire. Donc ça, c'est vraiment, on est dans le domaine de l'aide au paiement. Il y a également une volonté d'EDF, en tout cas, de rendre le client acteur de sa consommation. Oui. Comment se traduit cette politique? Alors, tout à l'heure, je vous parlais des axes majeurs et je vous ai dit qu'on avait aussi un volet accompagnement. Alors, dans le volet accompagnement, on a tout ce qui est conseil. Un client qui sera bien tarifé, c'est un client qui aura des factures qui seront correctes, qui seront proches de sa consommation réelle. Donc, il faut déjà, au moment où on réalise un abonnement, il faut déjà qu'on fasse une bonne tarification. Donc, savoir effectivement comment est équipé le ménage, une climatisation, une piscine, enfin bon, voilà. Qu'on sache exactement comment est équipé le ménage pour effectivement apporter un tarif qui correspond très bien au client. À côté de ça, on a effectivement toute la partie prévention.
Et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on était ce matin, où on parlait de maîtrise de la demande d'énergie. Alors, il faut savoir que la prévention passe par, c'est pas l'éducation, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, l'accompagnement au niveau de la consommation. Comment consommer mieux, comment s'équiper correctement. Et en fait, les équipements avec Agir Plus, on a je pense que vous connaissez cette marque et que les Guadeloupéens commencent à la connaître. Donc, nous avons une marque sous le nom d'Agir Plus, qui effectivement permet de mettre à disposition des ménages de l'électroménager performant. C'est une convention qui a été signée avec la CAF. Alors, on va revenir aux conventions. C'est très bien que vous rebondissiez là-dessus, parce qu'en fait, les 3 axes majeurs dont je vous ai parlé, que sont l'aide au paiement, l'accompagnement et la prévention, sont repris sous forme de convention. Donc, nous avons effectivement un maillage qui est fait avec les partenaires sociaux à travers des conventions, pour intervenir sur ces 3 axes. Donc ce matin, par exemple, nous avons signé, en présence de l'adjoint au maire, du premier adjoint au maire de la commune de Petit Canal, une convention qui effectivement permettra aux personnes, aux habitants de Petit Canal, de bénéficier de bons, par exemple, électroménagers performants à un tarif moindre. Nous aurons aussi des réunions de sensibilisation, donc organisées en lien avec la CAF, pour justement permettre aux clients et aux personnes en précarité énergétique de venir s'informer sur la manière dont ils peuvent réaliser des économies d'énergie, mais également pour leur remettre des kits, des douchettes. Voilà. Des fois, les gens sont un peu dépassés par ces factures d'électricité. On n'a pas d'argent, on a du mal, on est énervé. Existe-t-il toujours autant de conflits entre les clients et EDF ? Alors non, je ne dirais pas qu'il y a des conflits entre les clients EDF. Maintenant, les clients doivent savoir que nous sommes disponibles et qu'il faut se rapprocher de nous quand ils ont des difficultés. Parce qu'effectivement, avant d'arriver à la coupure, je vais vous dire, on a quand même un dispositif bien rodé où effectivement on essaie de contacter les clients, où on les appelle, où on essaie de rentrer en contact avec eux. Et donc là, il faut effectivement que les clients qui sont en précarité énergétique n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous. Nous avons un accueil qui leur est dédié, donc il faut qu'ils viennent et qu'ils se rapprochent de nous quand ils ont des difficultés. Et avec les collectivités, comment cela se passe ? Alors ce maillage, justement, c'est pour répondre à cette augmentation, parce qu'il faut décider d'actions fortes, parce que la solidarité, on ne peut pas la faire dans notre coin, donc c'est essentiel de se mailler avec les partenaires du territoire, donc tous les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, la CAF, le Conseil général, toutes ces entités, effectivement, avec lesquelles on va décider d'actions fortes qui auront un impact réel, qui vont effectivement aider les clients à avoir une amélioration dans leur situation. Quels sont les gestes simples qu'on peut justement adopter pour alléger sa facture ? La climatisation, par exemple. On sait que pratiquement tous les ménages en Guadeloupe sont équipés de climatisation et qu'à partir de là, il faut justement aider à expliquer comment régler la clim. Voilà, il faut régler sa clim, il ne faut pas la laisser tourner toute la nuit. 1 degré de plus peut entraîner 7% de plus sur la facture d'électricité. Donc le bon réglage pour notre île, c'est 24 degrés. Il faut le savoir. Et les autres appareils, les fers à repasser, alors ne pas laisser, faire des machines la nuit de préférence. Ne pas laisser brancher les appareils quand on ne les utilise pas. Même quand on laisse son téléphone portable à charger et qu'on enlève le téléphone de la charge, si on laisse le chargeur, forcément ça consomme. Donc il y a plein d'éco-gestes justement qu'on communique aux clients lors des réunions de sensibilisation. Donc le but du forum d'aujourd'hui était d'aller à la rencontre de la population, mais surtout de créer cette cohésion et ce maillage avec les acteurs du territoire pour justement agir au plus près de la solidarité. Donc le but était de mettre la solidarité au cœur de nos actions. Gaëlle Pichy, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. En Guyane, depuis des mois, la municipalité de Cayenne tentait de déplacer des habitants menacés par des éboulements dus à l'érosion du mont Baduel. Ce matin, 13 familles ont été relogées provisoirement dans le hall sportif d'un collège. Une opération menée de concert avec la Croix-Rouge. On regarde le reportage de Méa Pierre d'ATV Guyane. En petits groupes, en famille, sacs sur le dos, valises et oreillers en main, une cinquantaine d'habitants du mont Baduel fait son entrée dans le hall sportif du collège Kataye. Ici, ils passeront leur prochaine nuit en attendant les beaux jours. Une première nuit qui n'a pas été de tout repos. Quand on dort, le lit est un peu coincé. Quand on bouge, et ça, mais à part ça, il n'y a pas aucun problème.
Toutes ces personnes avaient élu résidence illégalement sur la colline du Mont Baduel. Avec les fortes pluies de ces derniers temps, la colline présente des risques d'éboulement, mettant en danger leur vie. Et là-haut, là où on était, c'est danger. Alors là, nous, la vie, c'est un vue, c'est plus, c'est ça, on voulait chercher à protéger nos enfants. Et parce que si nous faisons nos enfants et puis pour laisser en danger, alors là, on n'a pas besoin de le faire. Les personnes sont logées provisoirement dans ce hall sportif du collège Kataye. En attendant, les élèves du collège continueront quand même à s'adonner à des activités sportives, mais dans d'autres espaces de la ville de Cayenne. Toute chose, on va dire, malheur est bon, entre guillemets, puisque nous avons mis à leur disposition, selon un planning établi par la direction des sports de la ville de Cayenne, donc le stade Georges Chaumette, le complexe sportif Jean-Claude Lafontaine et le centre aquatique de Cayenne. Donc des enfants qui faisaient du sport dans cette enceinte et qui, pour des raisons majeures, ne pourront pas l'utiliser pendant un mois, pourront notamment avoir des activités sportives dans ces 3 espaces sportifs de la ville de Cayenne. Pour l'instant, il n'est pas question de relogement. Ces familles sont amenées à retourner sur la colline du Mont Baduel une fois la saison des pluies passée. Restez avec nous dans un instant, les mini-Jeux olympiques de Guyane. Et puis, faut-il, oui ou non, protéger la grive à pieds jaunes des chasseurs? Béatrice Ibéné monte au créneau. Vous l'entendrez dans ce journal. La gendarmerie nationale recrute. 7500 postes sont à pourvoir cette année. 2 grandes sessions de recrutement sont organisées chaque année en Martinique. La première se termine en ce moment même avec les épreuves d'aptitude physique. 12 candidats sélectionnés, grâce à leurs épreuves écrites, se sont présentés ce matin au Palais des Sports du Lamentin. Sabrina Doré, d'ATV Martinique, était également sur place. On regarde. 36 kilos à tracter pour simuler une lutte. Cette dernière épreuve du parcours est la plus redoutable, pouvoir montrer sa force après 6 tours d'un chemin d'obstacles. Ici, les recruteurs mesurent la capacité des candidats à gérer une course-poursuite dans un temps limité. L'épreuve nécessite de bonnes conditions physiques et les candidats qui sont le mieux préparés repartent avec le sourire. Je suis vraiment super content, satisfait de ma performance. Je ne pensais pas réussir à faire un aussi bon temps. Je suis soulagé que ce soit passé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je suis très satisfait. J'ai fait un très bon temps. Donc voilà, je me sens très bien. Ils seront 25 à passer devant les recruteurs pour cette première session de l'année en Martinique. Avec le plan Vigipirate, le nombre de postes à pourvoir a augmenté. Les places ne sont pas contingentées pour les candidats outre-mer, donc les jeunes candidats martiniquais sont évalués au même titre que s'ils étaient en métropole. Donc c'est un concours national. La seule facilité, c'est qu'ils peuvent le passer sur leur département d'origine compte tenu de l'éloignement avec la métropole. En plus des sélections habituelles, une nouvelle forme de recrutement apparaît cette année. Pour l'instant unique en Outre-mer, la classe d'excellence a pour objectif de sélectionner des candidats pour accéder directement au grade d'officier, le fruit d'un partenariat entre l'université, Pôle emploi et la gendarmerie. Pour les candidats, il faut déposer leur candidature avant le 15 juin auprès du centre de recrutement. Avoir moins de 26 ans et être titulaire d'un Master 2. Alors pour ceux qui n'auraient pas le Master 2, il peut être en cours d'acquisition, il faudra qu'ils en soient titulaires avant l'été prochain. Les premiers candidats au concours d'officier devraient commencer leur formation en septembre prochain. Les inscriptions pour la 2e et dernière session de recrutement de l'année sont déjà terminées. La gendarmerie de Redoute reçoit en ce moment les candidats de 2017, de quoi leur permettre de bien se préparer. Dans notre édition d'hier, nous vous parlions des cas répétés de profanation constatés au cimetière des Abîmes. Le maire de la ville a d'ailleurs porté plainte contre X et demandé l'intervention de la police. Que pensez-vous de ces actes? Bénédicte Jourdier vous a posé la question. Je pense que c'est pas bien et que ça se fait pas. C'est un manque de respect envers la famille et que ça ne devrait pas se produire, en fait. Ça devrait pas passer dans la tête des gens de faire des trucs du genre. C'est vraiment déshonorant pour la ville, pour nous, Guadeloupéens. C'est un phénomène, peut-être par rapport à l'annonciation de la fin du monde, de certaines choses qui vont peut-être arriver.
Mais je tiens à dire à toute la population antillaise, qu'elle garde la foi, quel que soit, qu'elle garde la foi malgré tout. Ce qu'on peut en dire sur les événements qui sont arrivés dans les cimetières, qu'elle garde la foi. Je pense que c'est des jeunes qui n'avaient rien à faire qui ont fait ça, puisque maintenant, les jeunes pour les occuper, pour eux c'est une distraction. Donc ils cassent des caveaux, ils cassent des cimetières, c'est tout. Voilà, moi je pense que c'est ça. Aucune idée, peut-être pour dépouiller les morts, j'en sais rien. Peut-être qu'ils pensent trouver de l'or ou de l'argent. Je ne sais pas, ou peut-être pour leur rouler tout le maléfice. J'en sais rien, je suppose. Hein. Je ne connais pas vraiment la raison, mais je trouve que c'est pas bien. C'est pour un problème de famille. Ils se sont pris sur le tombe. Et puis bon voilà, c'est pas bien de faire ça parce que ça coûte cher quand même. Pour en faire un tombe, tout ça. Et puis je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Ça vient plutôt des... C'est pas seulement les jeunes, hein, il y a aussi les adultes aussi. Hein. Là, ça dit là. C'est que peut-être pas y a rien de fait. Peut-être pas y a travail, pas fait. C'est ça qui peut avoir faire, pas rien positif. Donc bien négatif. Bon putain. Pourquoi on va et peut-être si on n'a pas si on n'a pas là. Et quelqu'un qui dit ça. C'est pas la méchanceté. Pas la méchanceté, pas ça. Pourquoi on va c'est pas bien ça. Pour moi c'est pas bon. Comment prévenir et guérir les addictions? Une association basée à Capesterre-Belle-Eau œuvre dans ce sens depuis 2 ans maintenant. Mais les bénévoles et le personnel qualifié se font rares. Elle a donc décidé de lancer un appel à candidature. Rosan Baltilde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de l'association Guad Addict. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions de votre association? Oui, donc voilà, en fait, nous avons voulu monter cette association. C'est en fait fort d'un constat qu'entre les deux pôles, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, il n'y avait pas vraiment de structure de prise en charge. Donc avec des parents, de familles de toxicomanes, d'anciens toxicomanes, de professionnels, nous avons monté cette association. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain? Comment vous aidez ces personnes? Donc, en fait, avec les bénévoles, nous allons sur le terrain, nous rencontrons les jeunes. On a beaucoup d'appels de familles en détresse, on peut dire, dont les enfants sont souvent ont des addictions, même des fois au jeu, addiction au jeu. Et donc, nous les orientons vers des structures dont on est partenaire. Vous avez reçu en une année près de 200 personnes. Oui. Est-ce que la demande est encore en augmentation? Oui, en fait, là c'est vraiment une grosse demande. C'est vraiment sur toute la Guadeloupe. Donc, aussi, nous orientons. Nous ne pouvons pas faire toute la Guadeloupe. Quel type d'addiction ces personnes sont confrontées à quel type d'addiction en général? Donc, c'est plus l'alcool, le cannabis. Et aussi le crack, hein? Oui. Et ces personnes ressemblent à quoi? Quel est leur profil? Le plus souvent, c'est des adultes, des jeunes, des gens sans emploi qui viennent vers nous. Aussi, nous allons aussi vers eux. Et aussi, nous avons choisi de faire vraiment la prévention auprès des jeunes. Donc, on s'est dit qu'en fait, il y a les adultes qui sont déjà avec leurs addictions. Donc, on préfère aller vraiment faire la prévention auprès des jeunes dans les écoles, dans des manifestations, dans les associations. Et lorsque ces personnes viennent vers vous, qu'est-ce que vous leur proposez? Une écoute? Vous les guidez justement vers d'autres structures? Quelles sont vos actions concrètes sur place? Concrètement, quand on les rencontre, avec les professionnels, on a un entretien et ça peut durer plusieurs fois. Et donc après, on les oriente. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de personnel qualifié, puisque les bénévoles se font rares. Oui. 2 médiateurs qui seraient chargés, qui seraient engagés à temps plein. Oui. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce poste, ces postes? En fait, c'est des agents de médiation. Donc, nous recherchons 2 agents de médiation, aussi ayant le diplôme, et aussi le fibre social. Donc, au moins avoir ça. Et donc, c'est des gens qui seront sur le terrain, à la rencontre des jeunes. Et aussi, nous recherchons des gens sur Capesterre-Belle-Eau, parce qu'on nous impose ça, donc ce serait sur la commune.
Rosan Baltide, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. On va en Martinique, une semaine avant leurs camarades de terminale. Ce sont les élèves de première qui ont commencé à plancher hier sur les épreuves anticipées du baccalauréat et le grand oral de français que vous avez certainement passé également. Poésie, théâtre, roman, des textes à maîtriser sur le bout des doigts. Nos confrères d'ATV Martinique, Marie Tricot et Guy-Raphaël René, ont assisté à une session d'examen ce matin au lycée Acajou 2. On regarde. Ultime relecture des notes pour Cassandra. L'élève de première va défendre ses connaissances dans quelques minutes. La jeune fille espère se voir attribuer un sujet sur la poésie. C'est moins long et puis il y a plus de trucs à expliquer. Sur quoi vous redoutez de tomber? Sur le théâtre. Théâtre, poésie, argumentation, roman, les thématiques et leurs textes d'études n'ont pas changé ces dernières années. Nathanaël est plutôt confiant. La difficulté majeure là pour moi, c'est si on m'interroge sur les poésies. C'est ça le plus difficile. C'est tout, sans quoi je le prends bien. Un texte, une question, 30 minutes de préparation avant le grand oral et le besoin de convaincre l'examinateur. Nathanaël a eu de la chance, il n'est pas tombé sur la poésie tant redoutée, mais sur une tirade du célèbre Don Juan. Les questions n'étaient pas trop dures, donc ça peut aller. Tu tables sur quelle note? Moi, je partirais sur un 12. Ça serait déjà bien. Un 12 honorable pour une épreuve anticipée qui doit compter tout autant que les prochaines. Il y en a qui, en effet, vont miser sur ces épreuves anticipées. L'idéal, c'est d'être dans une situation confortable et avoir le maximum de points pour pouvoir aborder sereinement son année de terminale. Donc, les épreuves anticipées sont des épreuves à part entière et comptent dans le cumul des points pour l'obtention du baccalauréat. Eux sont déjà en terminale. Ils ont choisi de réunir les forces vives pour plancher sur une langue morte optionnelle, le latin. De Sénèque le stoïcien à l'éternel printemps de l'âge d'or des hommes. L'âge d'or, en fait, ça se rapporte au travail et tout. En fait, c'est quand les hommes ne faisaient rien, c'est qu'ils vivaient de la nature. Ces lycéens sont issus des 3 filières généralistes. Réunis aujourd'hui, ils seront seuls face à l'examinateur la semaine prochaine dans les locaux du lycée Acajou 1. Ça va pour l'instant, mais bon, là, il faut un peu approfondir. Bien. Parce qu'il y a des textes. Il faut connaître les textes, il faut connaître la traduction. Si on n'a pas tous les mêmes textes, les mêmes traductions, les mêmes commentaires, puisque certains commentaires, on les a fait à la maison, que la dame a corrigé, et comme ça permet d'avoir plus de sources, des avis différents. Et puis c'est plus amusant, comme ça on peut parler. En plus de la dizaine de textes de latin maîtrisés, il leur reste quelques jours pour réviser l'intégralité du programme. Ils plancheront sur les matières obligatoires mardi prochain, avec la traditionnelle philosophie en ouverture de bal. 250 collégiens participaient ce matin aux mini-Jeux olympiques de Guyane. Tir à la corde, épreuves de lutte et même des questionnaires de culture générale étaient au programme de cette journée de défi. L'occasion aussi de responsabiliser ce jeune public. Ayodele Germa d'ATV Guyane. Ne pas griffer, ne pas donner des coups violents et ne pas avoir des bijoux sur soi. Des règles bien établies pour un sport exécuté dans les règles de l'art, même si ces jeunes lutteurs combattent pour la première fois. Je trouve que c'est un sport qui est bien, qui n'a pas de danger, mais aussi qui peut, apporter la joie à tout le monde, que l'on perde ou que l'on gagne. Organisé par la classe de 6e dite Olympe, ces mini-Jeux olympiques sont l'aboutissement d'un projet collectif. Ça nous a permis de côtoyer les autres classes, les autres élèves, de les voir dans un autre cadre qu'assis dans une classe, en tout cas pour moi, parce que je suis enseignante de français et de latin. Du coup, là, on les voit autrement. Au tir à la corde, par exemple, les jeunes sportifs font appel à leur force physique. On peut tirer de toute leur force et il y a une sensation forte. Mais pour remplir dans le temps imparti ce quiz de culture générale, il faut faire preuve de vivacité intellectuelle. On a un esprit sain mais dans un corps sain, donc le cerveau doit fonctionner tout autant aussi. Donc on a 2 épreuves un petit peu plus intellectuelles, le quiz et le tri des déchets. Peu importe le sport, l'idée est aussi de les responsabiliser en leur confiant des tâches d'encadrement. Une responsabilité pas toujours facile à endosser. C'est bien, ça fait un peu bizarre. En plus, on m'a dit que cette 6e a été un peu turbulente. Et déjà de les faire écouter, parce qu'ils n'écoutaient pas. Il faut leur répéter plusieurs fois la même chose, mais bon,
J'ai tenu le coup, j'ai réussi à les encadrer. Ces jeux s'achèvent par une remise de prix, riche en bonne humeur. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Il ne vous reste plus que quelques heures pour faire votre déclaration d'impôt sur Internet. Vous avez jusqu'à minuit d'aller sur le site www.impogouv.fr. Et puis il y aura des coupures d'eau demain à Baie-Mao dans les zones de Blachon et de Chantilly. Un retour à la normale est prévu mercredi en début d'après-midi. Et des coupures d'électricité également prévues à Saint-François de 8h30 à 12h30 dans plusieurs quartiers, notamment de Belloc, Montbiret et du Bédou. C'est la fin de cette édition locale et régionale. Dans un instant, le rappel des titres. À tout de suite.